Dans ma communication, j'évoquerai les deux faces de l'île Maurice ou les paradoxes de la démocratie mauricienne. Parce que c'est connu que dans la littérature académique et autres, l'île Maurice est souvent citée comme le modèle par excellence d'un État multiethnique démocratique, stable, ayant réussi économiquement le passage d'une économie coloniale de plantation, axée sur la monoculture de la canne à sucre, vers une société nouvellement industrialisée, dépendant de la zone franche industrielle, du tourisme et des services. Et là, je me réfère à un article publié cette année dans le Guardian, le 7 mars 2011, où le prix Nobel Joseph Stiglitz revient longuement sur le miracle à la fois économique, social et politique mauricien, c'est-à-dire le maintien et la consolidation des structures démocratiques façonnées au cours du processus de décolonisation. On sait que Huntington a parlé de cela, de ce second wave, la deuxième vague de démocratisation, mais qui a tout de suite après le reverse course. Mais à Maurice, non. Il y a la consolidation de ces structures démocratiques, le passage d'une économie coloniale de plantation, comme je disais, axée sur la monoculture de la canne à sucre, vers une économie des plus solides de l'Afrique, car la plus diversifiée, dépendant du tourisme, de la finance, de l'industrie du textile, du secteur des nouvelles technologies et des services, le maintien d'une croissance supérieure à 5% pendant 30 ans, et surtout la consolidation de l'État-providence, avec un système social qui n'a rien absolument à envier aux pays du Nord, éducation, y compris universitaire, gratuite pour tous, transport scolaire et soins médicaux offerts gratuitement aux citoyens et même aux étrangers de passage, 87% des habitants propriétaires de leur maison, etc. Et le prix Nobel cite le cas de l'île Maurice comme un exemple à émuler par rien d'autre que les États-Unis. Tous les observateurs soulignent que ce succès singulier et inattendu est dû, entre autres, à la stabilité de ces institutions démocratiques et la bonne gouvernance. En effet, selon le Democracy Index 2010 du Intelligence Economics Unit, une émanation du journal britannique respecté The Economist, l'île Maurice se retrouvait parmi les 26 rares pays totalement démocratiques du monde, devançant la France, la Grèce et l'Italie, la France ayant régressé sur cet index depuis 2008. Donc ça, c'est le côté pile de Maurice. Pourtant, pour nombre de Mauriciens, les événements politiques intervenus au cours de l'année 2011 ont clairement démontré les travers et les dysfonctionnements du système politique mauricien, comment le système actuel est en déphasage avec le niveau de développement économique et social du pays, freine son élan vital à un moment crucial du pays en lui privant d'un gouvernement fort, performant à la veille de ce qui pourrait être une récession économique mondiale. Bon, moins de 15 mois après les élections générales de 2010, l'Alliance de l'avenir éclate. Un partenaire minoritaire, le MSM, passe dans l'opposition, fragilisant le gouvernement qui ne dépend plus pour sa survie que du bon vouloir du PMSD, du mouvement Rodriguez et de députés MSM transfuges ayant changé Kazakh. Ainsi, Xavier-Luc Duval, leader d'un PMSD crédité dans les sondages d'un électorat restreint de moins de 1%, se voit propulsé au poste de vice-premier ministre et ministre des Finances. Il devient l'homme fort du régime, alors que les deux députés du mouvement Rodriguez, qui est un mouvement purement régional, sont désormais soit ministres, soit secrétaires parlementaires. Et les transfuges MSM se retrouvent ministres au sein du gouvernement dirigé par le docteur Nadine Ramoulam, leader du poste travailliste, au grand désarroi et mécontentement de certains députés travaillistes écartés de l'exercice de remaniement ministériel. Et la crise politique a comme toile de fond l'affaire Medpoint. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce méga scandale de corruption et de trafic d'influence allégué. Le 30 avril 2010, à quelques jours des dernières élections générales, le gouvernement d'alors, qui est un gouvernement dirigé par le docteur Nadine Ramoulam, lançait un appel d'offres pour l'achat d'un bâtiment pouvant être converti en hôpital gériatrique. C'est la clinique Medpoint, ayant comme principal actionnaire le docteur Malhotra, qui est gendre du président de la République, Sir Anirudh Jagannath, et beau-frère du leader du MSM et ministre des Finances d'alors, Pravin Jagannath, qui est sélectionné. Mais la clinique fait l'objet de deux évaluations. La première, faite par les fonctionnaires, l'ayant estimée à 75 millions de roupies, est rejetée par le ministère de la Santé. Une deuxième évaluation est faite qui rehausse le chiffre à 144 millions. Chiffre presque identique à celui avancé par le propriétaire. Donc l'État accepte de payer 2 fois plus cher après une deuxième évaluation. Et c'est la somme qui est finalement déboursée par les autorités qui, du coup, rachetèrent aussi les équipements de la clinique, bien qu'ils ne figuraient pas dans l'appel d'offres, et de même,
dans le service civil, on sait très bien que le gouvernement, l'État n'achète jamais des équipements de seconde main, et pourtant on achète des équipements de seconde main médicaux à 25 millions. En outre, l'achat est conclu en toute vitesse avant la fin de l'année financière 2010, évitant de ce fait aux propriétaires de payer les frais d'une nouvelle imposition qui entrait en vigueur dès janvier 2011. C'est l'opposition MMM, menée par Paul Béranger, qui dévoile les dessous de l'affaire et qui maintient la pression pour une enquête indépendante. L'affaire fait l'objet d'une enquête de la commission anticorruption et aboutit le 21 juillet 2011 à l'arrestation et l'inculpation du ministre de la Santé, Mayan Manji, d'allégeance MSM et qui en outre a des liens de parenté avec la famille Jannat pour trafic d'influence. Donc, cette arrestation entraîne la démission en bloc des ministres MSM, du gouvernement en solidarité avec le collègue, et en signe de protestation contre la manière d'opérer de l'ICAC, de l'institution anticorruption, qui est décrit alors comme un outil politique au même post-travail. Ces critiques furent relayées par le président de la République, en août, qui est quand même le président de la République qui critique une institution anticorruption, et cette déclaration intervenait à quelques heures de l'interrogatoire et de l'inculpation de son fils, Pravi Jannat, conflit d'intérêts, ce dernier ayant signé le chèque. Mais cet imbroglio politico-financier va prendre une nouvelle tournure avec la décision du leader de l'opposition d'impliquer les membres, cette fois-ci du post-travailliste, dans le scandale en tant que vrai responsable et suite à des allégations que le contrat avait été taillé sur mesure pour favoriser Medpoint avant même l'entrée du MSM au gouvernement. Le leader de l'opposition fit de graves allégations contre le premier ministre à une conférence de presse tenue avant la cassure et disant qu'il tenait ces informations d'un ministre du gouvernement, ce qui amena une plainte pour diffamation criminelle contre le leader de l'opposition. Mais, donc voilà la situation politique. 2011, c'est réellement l'affaire Medpoint et la cassure du gouvernement. Mais la cassure du gouvernement relance alors les grandes manœuvres politiques, le MMM se rapprochant étonnamment du MSN, qu'il avait critiqué auparavant, tout en établissant un dialogue avec le post-travailliste autour de la réforme électorale et constitutionnelle. Et avec un gouvernement fragilisé au niveau de sa majorité parlementaire, on évoque aujourd'hui avec persistance la tenue d'élections générales anticipées, bien que le Premier ministre affirme à maintes reprises qu'il terminera son mandat de 5 ans. Cependant, avec une majorité fragile, le pouvoir est tenu en otage par des chantages mesquins et les décisions difficiles ne peuvent être prises par un gouvernement plus en péril qu'au pouvoir. Donc, cette énième crise politique a un côté déjà vu. Les crises politiques se succèdent tous les 5 ans à Maurice et illustrent clairement les dysfonctionnements et les faiblesses systémiques du système politique à Maurice. Ce système politique est articulé autour d'un mode de scrutin majoritaire, avec toutefois une certaine dose de proportionnel liée à la représentation ethnique à travers le système unique au monde de Best-Loser, dans un contexte de multipartisme et ainsi et d'ethnicisation des enjeux de pouvoir. Donc ce qui fait des enjeux politiques. Le système favorise la bipolarisation. Le système de scrutin majoritaire a tendance à favoriser la bipolarisation. De ce fait, les petits ou moyens partis ne peuvent affronter les élections générales avec confiance, si ce n'est qu'à l'intérieur d'une alliance ou d'un accord électoral avec un grand parti. En fait, à part les élections générales de 1976, le système favorise l'affrontement de deux blocs, d'où les alliances de dernière heure et mal rafistolées, source d'instabilité future. Donc, c'est effectivement le jeu des alliances qui détermine les résultats des élections générales à l'île Maurice, comme l'a démontré une nouvelle fois les élections générales de 2010, avec des conséquences inévitables sur la culture et les pratiques politiques mauriciennes. Donc, puisque Yvan m'avait demandé d'évoquer les élections générales de 2010, je le ferai, un flashback sur ces élections. Le 3 juillet 2005, on sait que l'Alliance sociale, qui est composée d'un large éventail de partis, PMXD, Xavier Duval, le MR, Mavaladem, les Verts fraternels de Xavier Sylvain Michel, le MSD Daniel Béchou, le MSM de Mme Delou, effectivement, c'est le résultat du scrutin majoritaire. Sous le leadership de Navin Ramgoolam, remporte une victoire sans conteste aux élections législatives, 38 députés plus 4 Best-Loser, contre 22 et 2 Best-Loser à l'Alliance MSM-MMM, et le PMSD qui est dirigé alors par le tandem Paul Béranger par Jannat. Mais plusieurs constats. D'abord, la victoire de l'Alliance sociale en 2005 n'est que d'une faible marge, 49% contre 43%. Mais le système de scrutin majoritaire a tendance à amplifier la victoire du parti qui gagne les élections. Donc, 61,3% de députés à l'Alliance sociale contre 35,5%
à l'ancienne équipe gouvernementale. Deuxième fait notable, l'Alliance sociale remporte des sièges à la fois dans les circonscriptions rurales et urbaines. Des régions urbaines, autrefois sous contrôle du MMM, notamment Port-Louis, à l'instar de la circonscription numéro 3, Plaine Verte, qui est la circonscription des musulmans, élisent des députés de l'Alliance sociale. Pour certains observateurs, cela signifie un net glissement de l'électorat musulman vers le post-travailliste, résultant de la présentation d'un co-religionnaire, le docteur Rachid Bibi John, comme vice-premier ministre. Je crois que c'est très important à Maurice, la question de représentation symbolique. La question de représentation symbolique est au cœur même des équipes gouvernementales. Donc, Navin Ramgoolam réédite l'alliance post-travail CM de son père avec Sir Razak Mohamed. Mais l'alliance MSM-MM remporte toutefois quelques sièges dans certaines circonscriptions rurales, mais Pravin Jagnat, pourtant présenté comme Premier ministre, n'est pas élu. Cependant, la faveur de la répartition des tickets aux élections législatives, ce sont les députés MSM, qui sont quand même minoritaires dans l'électorat, qui se retrouvent supérieurs aux députés du MMM dans l'Assemblée, mais Paul Béranger devient leader de l'opposition et le challenger de Navin Ramgoolam. Et tout de suite, les difficultés vont commencer. D'abord, l'opposition est battue aux élections municipales, mais surtout, pour le gouvernement d'alors, ce sont les réalités économiques qui reprennent le dessus. L'île Maurice fait face à de nombreux défis, notamment le démantèlement de l'accord multifibre, la baisse annoncée du prix du sucre, la réforme du régime sucrier à CPUE et la montée en puissance de compétiteurs, notamment la Chine. Dans ce contexte difficile, Rama Sitanen, le ministre des Finances, va consolider les secteurs identifiés par l'ancien régime, les IRS, l'Integrated Resource Scheme, le CIPUDEB, le CBIL, mais va prôner courageusement une politique d'ouverture tout azimut en améliorant le climat des affaires. Je crois que c'est là la clé du succès de Maurice arrive à passer le cap de la crise de 2008 parce qu'effectivement il y a une politique d'ouverture et Maurice améliore le climat des affaires et les incitations aux investisseurs étrangers. Le corporate tax, la taxe sur le capital, est réduite à 15%. De 30%, elle passe à 15%. Et les procédures pour l'obtention d'un permis de résidence et d'opération est rendues moins aléatoires. Mais le budget de l'État, il y a un contrôle strict des dépenses, l'augmentation des revenus de l'État et la refonte de l'État-providence est sur l'agenda. Et il y a par exemple, il y a une taxe sur les immobiliers en région rurale. Et refonte de l'impôt. Et le résultat est, pour stimuler l'exploitation, il y a une véritable dépréciation de la roupie. La dépréciation de la roupie aide à renflouer les caisses de l'État à travers l'augmentation des recettes de la TVA, mais aussi entraîne, bien sûr, une augmentation du coût de la vie et un net déclin de la popularité du gouvernement. Donc, avec ces réformes courageuses, on pourrait s'attendre à que l'opposition revienne en force. Mais ce qui caractérise la période de 2005 à 2010, et qui explique aussi la victoire du gouvernement d'alors, parce qu'à Maurice, tous les 5 ans, on change de gouvernement. Vous avez remarqué que depuis 1995, à chaque 5 ans, il y a un changement de gouvernement. Mécontentement populaire, il y a l'alternance. Mais de 2005 à 2010, il n'y a pas d'alternance. Pourtant, les conditions économiques sont telles, avec le mécontentement populaire, on aurait pu s'attendre à la défaite du Parti travailliste et de son alliance. Pourquoi? C'est parce que l'opposition n'arrive pas à profiter pleinement des difficultés du régime. Or, la crise est dans l'opposition à partir de 2006. Ce n'est pas le gouvernement qui est en crise, mais l'opposition. Pourquoi? Parce que, après la défaite, le MMM, MSM, PMSD décident de se séparer. Mais le MMM et le MSM et le PMSD font une lecture différente des causes de la défaite. Pour le MMM, la raison principale de la défaite, c'est parce que Paul Béranger, quand il pose sa candidature en tant que ministre, il doit avoir un leader hindou très fort pour sécuriser le Hindu Belt. Pravin Jagnat ne fait pas le poids. Pour Paul Béranger, Pravin Jagnat n'est pas un leader hindou, donc ne peut pas faire le poids sécurisant cet électorat. Donc il trouve une alternative. Une alternative serait donc Pravin Jagnat, Ashok Jagnat, qui est plus âgé, et en raison de son image proche de celle de son frère aîné Sandeep Jagnat, il propose que Ashok Jagnat devienne le leader du MSM. Bien sûr, avec donc Pravin Jagnat, bien sûr, voit cela comme une tentative de s'immiscer dans les affaires de son parti, il réagit, et donc, il réagit comment? Parce qu'il a la majorité, et en outre, le PMSD
qui avait été avec l'alliance MSM-MMM, décide de rallier le camp gouvernemental, ce qui fait que Béranger n'a plus de majorité au niveau de l'opposition. Pravin Jagnat ravit le leadership de l'opposition à Paul Béranger. Et ce qui fait que Ashok Jagnat va quitter le MSM pour se rallier à MMM, mais très vite, Ashok Jagnat a des difficultés personnelles dans le sens que son élection était invalidée pour trafic d'influence. Le résultat, il y a une élection partielle en mars 2009, où cette fois-ci, c'est l'alliance au pouvoir, le post-AS soutient Pravin Jagnat, bien que le MSM est dans l'opposition, contre son nom, qui est lui soutenu par le MSM. Déjà, le post-AS avait reconduit Serneu Jagnat à la présidence, ce qui fait que l'idée était jetée pour une alliance post-AS MSM, bien que tactiquement, le post-AS va négocier jusqu'à la dernière minute avec le MM pour le démobiliser. Donc, il était évident, dès le départ pour les élections générales de 2010, que l'alliance post-AS MSM ne pouvait que remporter les élections générales. D'abord, ethniquement, c'était la réunification de deux leaders politiques de la communauté majoritaire. Et là, je vais bien expliquer cette notion de communauté majoritaire, parce que, à Maurice, si on voit les derniers recensements, la communauté hindoue ne forme que 49,9% de la population mauricienne. Mais en outre, il y a des divisions à l'intérieur, internes, à l'intérieur de cette communauté. Mais le plus important, c'est le découpage électoral. Avec le découpage électoral, la communauté hindoue se retrouve à contrôler 11 circonscriptions sur 20. 33 députés. Donc, il ne faut pas que voir les statistiques de population, il faut y voir les répartitions de circonscriptions. Donc, et le challenger de Navin Ramgoolam, c'est Paul Béranger, un franco-mauricien. Donc, ce qui fait qu'il a à faire face au poids de l'histoire et de la mémoire dans une société marquée par l'engagisme et l'esclavage. Il lui manquait en 2010 une forte personnalité de la communauté hindoue à ses côtés pour sécuriser cet électorat. Et je crois que dans le fonctionnement électoral, il faut bien se dire qu'il y a certains observateurs qui évoquent le pouvoir hindou. C'est quoi le pouvoir hindou? L'idée que la communauté majoritaire, qui se dit majoritaire, a besoin de l'État pour sa mobilité sociale. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours un réflexe à voter pour le parti qui va gagner les élections. Et aussi un réflexe à faire de sorte que le Premier ministre est issu de cette communauté. Peut-être la raison, c'est que le pouvoir économique n'est pas dans les mains de cette communauté. Le pouvoir économique se retrouve dans les mains des franco-mauriciens. Certains disent aussi de quelques éléments musulmans. Et maintenant, il y a aussi la montée de la bourgeoisie sino-mauricienne. Mais la bourgeoisie économique indienne, hindoue, est très faible comparativement. Donc, d'où ce réflexe de l'État. Et il faut bien se dire que l'État est extrêmement important à Maurice, et ça depuis la période coloniale. Je crois qu'il y a un très bon travail qui a été fait par certain Matthews Lange. Matthews Lange a travaillé sur l'État mauricien sous la période coloniale. Et il insiste que c'était, comme on dirait en anglais, un embedded colonial state, un État colonial très enraciné, à la différence des autres États. Parce qu'une des raisons des faillites après la décolonisation de certains États en Afrique, etc., c'est le fait que l'État n'était pas enraciné. À Maurice, l'État colonial est enraciné parce que d'abord, si on prend par rapport le ratio, la proportion de fonctionnaires par population est très élevée. Deuxièmement, cet État est contrôlé, disons, les fonctionnaires sont majoritairement locaux, mauriciens. Donc, mais l'État, en même temps, joue un rôle très important dans la mobilité sociale. 30% de la main-d'œuvre est employée par l'État. Donc, c'est un énorme patronage, source de patronage. Donc, on comprend mieux, alors, l'importance d'avoir un Premier ministre hindou pour cette communauté, donc, du fait que les autres avenues économiques ne sont pas contrôlées par cette communauté. Donc, mais malgré tout, il y a d'autres aspects qui sont considérés au niveau des élections. Donc, ce qui fait qu'au jeu des alliances aussi, le MMM est battu en 2010.
Il ne peut compter que sur deux petits partis à caractère régional, le parti d'Éric Guimbaud qui n'a que des assises au numéro 17 et Ashok Jagannath au numéro 8. Certes, il y a eu, par un jeu de miroir, un ralliement des minorités vers le MMM, avec notamment Jocelyn Grégoire et la Fédération créole mauricienne, qui demandent subtilement de voter le MMM, et Kassamoutim, ex-président de la République, qui presque demande aux musulmans de voter le MMM, mais les résultats étaient pris d'avance. L'Alliance de l'avenir, dirigée par les trois fils, parce que qui sont à la tête de cette alliance? Le fils de Sessalera Moulam, le fils de Gaëtan Duval, Zalé Duval, et le fils de Jagannath. Donc, ce qui donne une indication de la nature dynastique du pouvoir en Maurice. Il remporte 50,8% des voix aux élections, 11 circonscriptions avec 3-0, mais aussi en région urbaine, notamment pour lui, un peu plein de Williams, Capleborn. Le MMM, l'Union nationale et le MSD remportent toutefois 42,3%, et 3 sièges dans 4 circonscriptions, et ces 4 circonscriptions où il y a une forte concentration des minorités, notamment de la population générale. Donc, c'est un vote ethnique, dans une grande mesure, mais un fait important, c'est qu'au cours de ces élections, un bloc de citoyens, le bloc 104, décide de poser leur candidature sans décliner leur importance ethnique, et cette candidature est bien sûr refusée d'après la législation. Mais l'Alliance de l'avenir, malgré justement cette victoire, était condamnée à éclater. À l'époque, nous l'avons prédit ouvertement dans la presse, qu'il y aurait des difficultés de fonctionnement dans le court terme, car on avait mis le roi et le prince héritier dans une même structure de pouvoir. Je m'explique. Pravic Jagannath, fils de Premier ministre, n'a jamais caché ses ambitions préministérielles, donc il veut devenir Premier ministre, il a toujours voulu cela, et tandis que le docteur Navin Ramgoolam, lui aussi fils de Premier ministre, a toujours maintenu qu'il ne pourrait accomplir sa mission qu'au bout de quelques mandats. Et en outre, depuis l'indépendance, on assiste à une présidentialisation du pouvoir du Premier ministre. Ainsi, un parti qui conclut une alliance avec un grand parti qui détient le poste de Premier ministre se retrouve très vite en position difficile, sans pouvoir de marchandage une fois le gouvernement constitué. Ce qui entraîne des frictions, des cassures et des renversements d'alliance. Et depuis les élections générales, on a vu les tiraillements entre le MSM et le Parti travailliste n'avaient pas manqué. Les partis travaillistes étaient surpris d'abord par la générosité de le parti envers le MSM, quant au nombre des institutions, 18 sièges. Il était davantage par l'attribution des ministères clés à ce parti, 9 ministères, les gros ministères au MSM. Ensuite, le MSM, là où le MSM pose des candidatures, sont toujours élus en tête de liste. Donc, les backbenchers vont relayer ce mécontentement, et avec l'affaire Bédepont, bien sûr, qui est exploité terriblement par le leader de l'opposition, Béranger, donc il est inévitable que le gouvernement va éclater. Mais quelle est la perspective? Pour le MMM, la situation actuelle, bien sûr, lui offre de nouvelles perspectives. Il y a un jeu d'équidistance. C'est le MMM, il paraît, c'est selon certains observateurs, de nombreux observateurs, c'est le MMM qui va décider l'issue des prochaines élections générales. Et d'un côté, il y a le MSM, mais le MSM, Pravic Jagannath étant inculpé pour trafic d'influence, il n'a pas encore été condamné par la Cour, mais il est inculpé. Donc, avec ce cas judiciaire, il sera difficile d'aller négocier avec le MMM, le Parti travailliste. Donc, on a eu maintenant des nouvelles, des rumeurs d'un retour de Sanirou Jagannath, qui est actuellement président, d'un retour de Sanirou Jagannath à la politique active. Sanirou Jagannath, depuis quelque temps, en tant que président, il dit publiquement son mécontentement face à l'action gouvernementale, ce qui, pour certains, est en train de peut gripper les institutions. Le président est au-dessus de la mêlée. Maintenant, on évoque que le président va retourner sur la scène politique, faire un accord à l'israélienne avec Paul Béranger et se présenter comme Premier ministre contre le Premier ministre actuel. Donc il y a un problème institutionnel déjà. Ou sinon, le MMM peut aussi aller en alliance avec le post-travailliste. Et là, il est question de réforme constitutionnelle électorale fondamentale. Mais la question principale, c'est qu'il y a un grand désarroi au sein du public mauricien.
parce que ces alliances seront encore une fois du déjà vu. Toutes les possibilités d'alliance ont déjà été explorées. Toutes les possibilités d'alliance ont créé des crises à la longue. Donc, il y a un blocage, ces crises récurrentes, ces renversements d'alliance, sans doute ajouter à cela l'ethnicisation à outrance des enjeux politiques, le poids des associations socioculturelles à caractère ethnique dans l'administration du pays, le clientélisme qui fait fi à toute notion de méritocratie, les scandales. Chaque mandat gouvernemental, on a eu un scandale. Donc ces scandales, les scandales et affaires d'une classe politique où dominent en plus des dynasties familiales, commencent à susciter un mouvement de rejet chez les jeunes et la société civile. Il y a eu récemment un groupe de jeunes qui lançait un mouvement à travers Facebook pour protester contre cet état de choses, recueillir plus de 15 000 adhérents, car selon certains, il existe un énorme décalage entre la culture politique passée et dépassée, politique de tribu, qui fait fi aux principes de bonne gouvernance et le développement économique, intellectuel et social du pays. Se pose alors la question de la réforme constitutionnelle et électorale. Est-ce que j'ai le temps d'évoquer très vite? Quelques minutes. Quelques minutes. Bien sûr, la réforme constitutionnelle, et j'ai en gros Paris, mais je vais le mettre sur le site. Okay. Il y a une communication que j'avais préparée sur les raisons inhérentes et contingentes à la réforme électorale et constitutionnelle à Maurice, les conditions pourquoi la réforme émerge de temps à autre, les objectifs et les stratégies des acteurs, les obstacles et ce qui favorise une réforme fondamentale des institutions. Aujourd'hui, il est question de l'avènement d'une deuxième république à Maurice. Donc, mais pour bien cerner un système politique, je crois qu'il faut d'abord voir la philosophie qui a présidé à la création du système, comment cette philosophie a été traduite dans les faits à travers des mécanismes, et finalement la manière dont le régime a évolué, le personnel politique a fait travailler ce régime. Mais il n'y a pas de gros travaux qui ont été faits sur la philosophie qui a présidé à la création du système constitutionnel et politique mauricien, qui est d'une certaine mesure liée à la décolonisation. Mais l'étude des documents qui maintenant sont déclassifiés au Public Records Office dénote d'abord que les Britanniques avaient toujours le souci d'éviter une répétition de ce qui s'est passé à Chypre. À Chypre, il y a eu des affrontements entre chypriotes grecs et chypriotes turcs, avec comme résultat l'intervention de puissances étrangères. Ils redoutaient une intervention de l'Inde, une intervention de la France dans les affaires mauriciennes, au cas où il y aurait des affrontements interethniques sérieux. Donc c'est pour cela qu'ils notaient l'absence d'un nationalisme fort, d'un sentiment nationaliste fort à Maurice, et donc ils vont créer une constitution à travers un processus très lent de consultation avec les personnels politiques, mais pas avec l'ensemble de la population. C'est toujours à l'époque, c'était des consultations restreintes avec le personnel politique. Et c'est pour cela qu'ils vont prendre le point central de la philosophie, de leur approche, c'était l'ethnicité. Et donc c'est l'ethnicité qui pour eux domine la scène politique mauricienne. Et il y avait une majorité, la majorité pour eux, la majorité hindoue, et des minorités. Mais il y avait une certaine asymétrie dans le sens que la majorité hindoue était souvent constituée de professionnels, mais aussi de laboureurs, tandis que les minorités étaient constituées de franco-mauriciens très puissants économiquement, et aussi des gens de couleur qui contrôlaient le service civil. Donc il fallait faire attention de réconcilier le majority rule avec le minority rights, les droits des minorités avec le majority rule. Donc c'est pour cela que le père de la Constitution, de Smith, il évoque souvent Lipschutz. Harold Lipschutz, qui, vous savez très bien, est celui qui a évoqué le constitutionnalisme, c'est-à-dire une démocratie constitutive, où il n'est pas question d'un système de démocratie majoritaire, mais une démocratie à partage, où il y a représentation des différents groupes ethniques, où il y a une certaine autonomie des groupes ethniques, et donc c'est cela qui a présidé à la création du système politique mauricien. Je ne vais pas entrer dans les détails de la Constitution, mais il y a quand même des éléments importants. À Maurice, le système électoral est unique au monde. Il y a le best loser system. Le système de best loser, c'est-à-dire dans aucun pays au monde, un candidat battu est repêché. À Maurice, le candidat battu peut être repêché sur une base ethnique, pour qu'il y ait une représentation ethnique.
Le deuxième point, c'est il y a les circonscriptions, c'est 3 députés par circonscription. Il n'y a pas un député par circonscription, c'est 3 députés par circonscription. L'idée, c'est qu'on va à la longue habituer les Mauriciens à voter pour quelqu'un qui n'est pas de leur ethnie, parce qu'il faut bien comprendre qu'à Maurice, il n'y a pas de grand ghetto ethnique. La population est quand même relativement intégrée géographiquement. Donc, et ensuite, le nombre de ministres, on aurait pu faire avec 14 ministres, mais moins de ministres, mais finalement, il y a 15 ministres que le ministère est créé. Pourquoi? Parce que s'il y a portage, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre important. Donc, il y a plusieurs autres aspects. Le commissaire de police n'est pas sous le contrôle du Premier ministre, il est indépendant constitutionnellement. Et il y a aussi le fait que le recrutement de la fonction publique est fait par des commissions indépendantes. Et en outre, dans les droits humains, si on voit le préambule de la Constitution, les écoles confessionnelles sont garanties par la Constitution, dans les droits humains, et aussi il est question de légiférer en faveur du Muslim Personal Rights, le droit musulman. Il est question dans la Constitution certainement. Donc, tout cela, pour qu'il y ait, c'est ça l'idée d'une démocratie constitutive. Mais à la lecture des documents, on peut se poser si, au fait, les Britanniques ne se sont pas trompés. Il faut bien voir quelles sont leurs sources d'information. Les sources d'information, c'était carrément les élites politiques qui avaient tout intérêt à magnifier les divisions communales à Maurice. C'est vrai qu'à l'époque où la Constitution se met en place, il y a une crise structurelle de l'économie, parce que l'économie de plantation arriverait difficilement à gérer l'excès de population qui vient avec le baby-boom. Donc, quand il y a crise économique, il y a tendance à l'exacerbation des frictions ethniques. Mais ces frictions ethniques sont aussi exacerbées par les discours politiques. Parce qu'on peut on peut postuler qu'il y avait une communauté politique à Maurice. Et cette communauté politique dépassait le cadre de l'ethnicité. Je crois qu'il faut bien se référer à l'historiographie mauricienne de cette période, fait de sorte que les ethnies sont fossilisées, que c'est l'ethnicité qui domine le tout. Mais une étude approfondie de cette période démontre d'abord que la grande division politique, c'est en 2 leaders hindous, Bishnuyal et Rangoulam, et ce sont des divisions politiques. Le deuxième point important, c'est que Maurice, qui est perçu comme une société plurielle, peut être aussi une société beaucoup plus intégrée qu'on ne le croit. Et je crois que l'étude de Christopher sur les recensements l'a démontré clairement. Je crois que Maurice n'était pas une société plurielle comme Furnivall le disait. Il y a aussi le phénomène de créolisation. Il y a des phénomènes d'intégration qui se faisaient. Je crois, je vais très vite. Donc, ce qui fait qu'au départ, la philosophie peut être contestée. Et en outre, il y a eu évolution depuis 1968. L'évolution, d'ailleurs, Eriksen parle de post-ethnic society qui se met en place. Donc, vous avez un cadre qui est peut-être où l'ethnicité a été exagérée et qui perdure jusqu'aujourd'hui. Le deuxième point fondamental, c'est le système électoral, le first principle. Je vais très vite, Yvan. Ce système, on sait à travers le monde, a tendance à amplifier les votes, les sièges que la majorité, le parti qui gagne les élections, remporte. Mais à Maurice, on peut dire qu'il y a eu un systemic failure, une faillite systémique du système. Parce qu'il y a eu à deux reprises 60-0. À 2 reprises, vous avez eu des élections où un parti remporte tous les sièges. Et quand un parti remporte tous les sièges, c'est la négation du système de Westminster, parce que le système de Westminster dépend d'un leader de l'opposition qui fait le gouvernement alternatif. Donc, vous avez, par exemple, en 1982, César Rangoulam, son parti remporte 30% des sièges, il n'est pas élu. En 1995, le premier ministre sortant, Sir Andrew Jagannath, remporte 20% des sièges, de l'électorat, aucun siège, il n'est pas élu. Et ce qui fait qu'avec le système de best loser, il faut nommer 4 best losers, on se retrouve avec Nicolas von Mali, qui est le chef, le responsable d'un petit parti régional, le MR, qui devient le leader de l'opposition. Donc voilà, c'est l'aspect très farcical, comme on dirait en anglais, farce du système électoral. Et en outre, au-delà de cela, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, ce système favorise la bipolarisation. Avec la bipolarisation, qu'est-ce qui se fait? C'est les alliances. Les alliances, et c'est un jeu qui tourne en rond. C'est le pont d'Avignon, on tourne en rond, c'est toujours les mêmes acteurs, et c'est toujours un musical chair, et ce qui favorise en outre
la domination des partis. Les partis traditionnels résistent, et non seulement ils résistent, ils arrivent à embed, comme on dirait, ils arrivent à enraciner des dynasties. Je crois donc, c'est pour cela, mais bien sûr, je vais très vite, Yvan, mais la question de la réforme électorale, j'ai étudié les 26 amendements qui ont été faits à la Constitution. Tous ces 26 amendements sont des amendements ponctuels qui répondent qu'à des exigences du personnel politique. Et c'est le même processus qui se met en place. Or, depuis les années 90, la démocratisation des structures politiques se fait en consultation avec des assemblées constituantes, où, justement, la société civile se met de l'avant. On parle, par exemple, du rôle des femmes. Si une réforme électorale se fait par le personnel politique, ce n'est pas du tout la même chose quand une réforme constitutionnelle se fait avec des assemblées constituantes. Quand il y a des assemblées constituantes, quand la société civile est partie prenante de la réforme constitutionnelle, c'est là où les associations féministes peuvent avoir une voix beaucoup plus importante. Donc il y a une question du processus de réforme électorale et aussi quoi réformer. Parce qu'au fond, au-delà de la structure entre l'exécutif et le Premier ministre, il y a aussi la question fondamentale de la préambule de la Constitution. La préambule de la Constitution de l'île Maurice date des années 68 et ne fait mention que de la première génération des droits humains. Nous sommes à la troisième. Et c'est là justement qu'il y a un mouvement à travailler dessus, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord retravailler le préambule de la Constitution pour enraciner les nouveaux droits humains, par exemple le droit à la bonne gouvernance, le freedom of information, l'academic freedom, qui ferait de Maurice, au-delà d'une démocratie représentative, aussi une démocratie participative qui est beaucoup plus en lien avec notre développement économique et social. Parce que je crois aussi que c'est très important, le but actuel du gouvernement, c'est qu'il y ait un universitaire par famille d'ici 5 ans. Est-ce que ce développement intellectuel, social, ne demanderait pas, dans un pays comme Maurice, qu'il y ait un cheminement au-delà de cette démocratie représentative qui est léguée par la Grande-Bretagne, vers une démocratie beaucoup plus mauricienne et beaucoup plus participative, et qui entraînerait Maurice dans le XXIe siècle. Merci.